Alors, bon, ils sont tous les deux, bon, ils se mettent des ficelles, ils se ficellent. Alors non, les deux ne le font pas. Il y a un maître qui est le dominant et il y a l'esclave qui joue le rôle de soumis. C'est un jeu avec un contrat de confiance bien précis. Comme chez Darty, mais voilà. Et voilà, on va vous donner de la corde et tout. Le SAV, je ne sais pas ce que ça rend. Et non, mais on retrouve ça de plus en plus souvent dans les magazines. Donc là, on voit l'impact des médias dans les pratiques sexuelles contemporaines qui alimentent des nouvelles perspectives et des nouvelles approches sexuelles à l'intérieur de leur magazine, et du coup les gens se posent des questions sur le kinbaku. Et le kinbaku, en fait, à l'origine, c'était une pratique du haut Moyen-Âge au Japon. C'est un art, c'est vraiment un déroulant de l'art, hein, c'est ça? Au fil du temps, oui, c'était au départ dédié aux esclaves, donc il y avait déjà ce rapport maître-esclave pour les emprisonner, pour leur empêcher tout mouvement. Et puis petit à petit, au fil du temps, ce sont les films, le cinéma japonais qui s'en est emparé, qui a transformé ça comme un art de la géométrie des cordes. Alors c'est pas la théorie des cordes en physique quantique, mais c'est la géométrie des cordes. Et de quoi donner au corps des aspects esthétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé sur le surréalisme, et dans notre société, en Occident, dans les années 50-60, on a retrouvé pas mal... il y a pas mal d'artistes surréalistes comme Hans Bellmer avec la poupée désarticulée, je ne sais pas si vous connaissez, ou Salvador Dali d'ailleurs, qui a pris un buste en marbre et qui l'a entouré de cordes. On le voit souvent encore à Beaubourg dernièrement. Donc qui pratique cet art-là d'une manière esthétique, enfin cette pratique d'une manière esthétique. Et il y a un plaisir. Alors, le kinbaku aujourd'hui représente une pratique sexuelle dans les clubs spécialisés, c'est très clair. Et en même temps, des écoles à Paris sont en train d'ouvrir, l'école des cordes, il y en a une qui s'appelle comme ça. Il y a le conservatoire, voilà, et il y a l'école des cordes. Qui apprend aux gens l'art du tissage, du tressage, du nouage sur le corps de quelqu'un. Donc là, il y a un déplacement esthétique qui est en train de se faire, et je suis très curieuse de voir dans quelques temps ce que ça donnera, si ça va rester lié à des pratiques SM ou au contraire si ça va s'ouvrir. On va peut-être avoir un film qui va sortir, 50 nuances de cordes. Très certainement. Oui, oui. Ouais. Et alors, autre phénomène, est-ce qu'on appelle ça une perversion, tout ça, on a parlé de l'amoclitisme, de l'amoclitisme, donc vous avez tous marqué, voilà. Donc ça veut dire que les frontières de l'homme et de la femme, voilà, ça commence à s'amenuiser. Et puis on a vu, comme tu disais, dans les médias, on a vu comme Crash, tout ça, où alors les femmes, les hommes, tout ça, et il y a un terme dont on parle de plus en plus, qui est l'univers des transgenres. Donc il y a quelque chose qui se développe. Alors moi, d'abord, je voudrais que tu nous donnes des définitions entre travesti, transgenre et transsexuel. Oui. On a trois univers. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et dans notre sexualité, qu'est-ce que ça... Voilà. Ces trois univers correspondent à un grand mouvement qui est en train de se développer, qui s'appelle le mouvement trans. Ou alors vous trouvez aussi LGBT, mais plutôt mouvement trans. Et alors attention, parce que derrière ces trois réalités, ce sont trois réalités différentes. Donc transgenre, on n'en parlait pas il y a 10 ans, c'est vraiment nouveau. C'est une personne qui va naître garçon, donc sexe biologique garçon, et grandir tout en se sentant fille, et à l'âge adulte également. Donc ça arrive, et maintenant les gens en parlent le plus souvent, notamment en consultation de sexologie et de psychiatrie. Transgenre, ça pose la question aussi des orientations sexuelles. Un homme qui se sent femme et qui aime les hommes va se considérer hétérosexuel et non pas... Alors qu'on pourrait dire que c'est un homosexuel, oui, tout à fait. Oui. Et inversement. Donc bon, on voit aussi toute la mobilité, là, il y a quelque chose qui se crée au niveau des... Rien qu'une définition peut donner une autre approche de l'orientation sexuelle de quelqu'un et de son désir, etc. C'est très intéressant. Et transsexuel. Et alors, entre-temps, il y a le transvestisme, comme on dit aujourd'hui, mais c'est aussi le travestissement. Donc les personnes qui se sentent relevées plutôt de l'autre genre, qui vont s'habiller et se parer
de manière à ressembler à une femme. Sans opération, sans manipulation génétique, sans je prends des hormones. Non, c'est des accessoires qui font. Si on prend la petite chupette qui va bien et tout, voilà, d'accord. Voilà. Donc là, on est dans le registre de l'homosexualité. Non, pas forcément, puisque justement les personnes qui se sentent transgenres vont, pour certaines, aller jusqu'au travestissement par goût, par désir, pour aussi essayer de se voir en tant que femme ou en tant qu'homme, pour voir ce qu'ils ressentent, et savoir s'ils iront après jusqu'à l'opération ou pas. Et à ce moment-là, l'orientation sexuelle est encore une autre chose par rapport au sexe biologique et à l'apparence. L'orientation sexuelle est différente du sexe biologique. Tout à fait. Donc ça, c'est compliqué quand même à gérer pour une personne. Alors, beaucoup de personnes sont en souffrance, puisqu'elles ne peuvent pas en parler. La famille ne comprend pas, les amis pas toujours. Donc, quand ils consultent, on les voit en souffrance. Par exemple, j'avais fait quelque chose en Polynésie. Donc le dernier garçon d'une famille polynésienne, c'est ce qu'on appelle un réré, et donc il est élevé comme une femme. Oui, alors je suis très contente qu'on n'en avait pas parlé. Hein, non, on n'en avait pas parlé. Je suis très contente que tu parles de ça, parce que j'ai eu la chance de passer dans ma vie un mois à Bora Bora, et j'ai pu rencontrer des rérés justement. Ce sont ces derniers de la famille, des adolescents, et depuis leur plus jeune âge, qui sont élevés comme des filles. Donc, alors on voit aussi les inégalités et les clichés. Ils vont s'adonner à la couture, au ménage, à la cuisine, etc. Donc il y a encore ces stéréotypes qui tiennent. Et en même temps se tourner vers des métiers de la radio, du showbiz. Ils sont maquillés, ils se travestissent. Et ce qui est très très étonnant pour nous, dans notre société métropolitaine, c'est de voir que ça fait totalement partie du cadre sociétal. C'est accepté de tous. Totalement. De tous. Et les rérés sont même des idoles, des icônes. Leur sexualité à ces rérés, c'est... Alors justement, l'orientation sexuelle va dépendre, elle sera propre à chaque réré. Il n'y a pas de logique en la matière, puisqu'un réré peut se sentir attiré par les femmes ou par les hommes, et tout un chacun. Magali, avant de passer aux questions du public et avant de terminer cet entretien, nous avons percé un mystère. Le mystère du point G. Ah. Le point G, vous les femmes, vous l'avez espéré, nous les hommes, nous l'avons cherché. Magali, est-ce que tu peux nous dire si le point G existe chez les femmes? Chez les hommes, je ne pense pas, mais chez les femmes. Il y a d'autres points chez les hommes. Et grâce à l'évolution, il y a le point F. Le point P, on va dire. Alors on va y passer après au point P, ça m'intéresse vachement. Il est là. Ah ben, on n'avait pas préparé ça. Tu viens de me sortir le point P. Et point P, c'est aussi un magasin pour pouvoir... on peut acheter des cordes. On peut acheter des cordes, point P. Ah, c'est bon, ça, je vois le truc. Le point G. Alors en fait, le point G, on a percé véritablement c'est une histoire extraordinaire, le point G. Oui. Raconte un petit peu. C'est très ancien, le point G. Alors c'est très ancien, oui et non. En tout cas, ça date des années... La découverte du point G date des années 50 par le docteur, professeur Grafenberg. Donc point G de son initiale. Grafenberg. Qui donc était gynécologue et s'est aperçu lors de ses consultations que certaines femmes étaient sensibles à un niveau bien précis à l'intérieur du vagin, donc le côté ventre à 5 cm à peu près de l'entrée du vagin. Et l'histoire a fait que c'est devenu dans la formulation grand public point G. En fait, c'est pas du tout un point. Aujourd'hui, c'est très récent, hein, ça date de 2012. C'est grâce à l'imagerie médicale. Tout à fait. On a pu, parce que jusqu'à présent, très peu de labos pharmaceutiques, très peu d'universités avaient consacré leurs travaux au point G. Alors que tout le monde en parle, c'est un grand mystère de notre société. Ah, il y a eu tellement de unes de journaux, mais très très peu d'études, financées ou pas d'ailleurs, scientifiques derrière. Et en 2012, grâce à l'imagerie médicale, une femme, une sexologue à Paris, a réussi à faire des IRM, des scanners, etc., de beaucoup de patientes,
Et on s'est aperçu que cette zone qui était, plus elle était stimulée, déjà plus elle devenait réceptive. Donc le point G en ce sens-là existe, puisqu'il y a une zone particulière chez la femme qui répond aux stimulations. Il faut un certain entraînement, c'est pas inné. Il faut une technique, messieurs. Et la technique du point G, il y a des stages. Il y a des stages. Mesdames, restons pas. Oui, c'est vrai, il y a mesdames avec des machines. Mais en tout cas, voilà, c'est cette zone, plus elle est stimulée, plus elle devient réceptive. Et surtout, la grande découverte, c'est, donc là, ça allait reprendre toute la théorie freudienne entre la différence entre le plaisir clitoridien et le plaisir vaginal, c'est que cette zone répond aux terminaisons nerveuses du clitoris. Et voilà, c'est le clitoris, le point G. Donc, alors, oui, ça représente les terminaisons. C'est les terminaisons. Donc, le même organe donnerait deux orgasmes différents, externes ou internes. Et ça, la sexologie, c'est fabuleux puisque c'est toujours en cheminement, c'est une science très récente et on n'a pas fini encore de faire plein de découvertes, notamment celle de l'orgasme féminin qui finalement correspond à un même organe, le clitoris. Donc on a vu point G, maintenant on va voir point P. Alors, non, chez l'homme, le point P, je ne sais pas du tout. Non, le point P, c'est une petite boutade entre sexologues et puis finalement ça commence à se véhiculer ça comme ça dans les médias. Et le point P correspond au niveau du toucher rectal prostatique. Voilà. C'est bon, voilà. Je vois. Donc, qui donnerait une stimulation particulière aux messieurs avec des plaisirs certains pour ceux qui ont envie de... Est-ce que c'est plus compliqué d'atteindre le point P que le point G? Ouais, toute une question de motivation et de doigté. Je n'osais pas le dire. Voilà, donc là, vous voyez, on a fait un petit balayage de quelques définitions avec Magali. Ce que je trouve extraordinaire avec Magali, c'est que, en dehors de l'aspect purement technique, elle en tire véritablement une richesse sociologique, parce que je trouve que la sexualité est une forme aussi de sociologie. C'est incroyable quand on dit par exemple que Poutine peut réagir par rapport à sa nana dans le conflit ukrainien, c'est-à-dire que, et pour des raisons purement sexuelles. Avant de passer aux questions, et je suis sûr que vous avez plein de questions à poser, si vous n'en avez pas, j'en aurai plein, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je voudrais savoir, c'est, moi j'ai deux questions à te poser, Magali, et c'est certainement abordé dans ton dictionnaire, c'est, on dit souvent chez les femmes, la sexualité est quelque chose d'affectif, et chez l'homme, c'est quelque chose de pragmatique. Est-ce que c'est une chose qui évolue, qui ne changera pas? Est-ce qu'on sent que les frontières, voilà. Alors c'est une très bonne question, je ne sais pas si vous avez pu voir cette semaine, il y avait une émission sur l'infidélité sur France 5. Et on va parler d'infidélité dans quelques avec instants. Serge Moati, bon, qui... On est d'accord. Voilà. Mais après, il y avait un documentaire fait par Marina Carrère-Dancos qui posait notamment cette question-là. Et c'est vrai, dans l'histoire de la sexualité, on entend souvent dire, et on voit aussi en cabinet de consultation, que les hommes font l'amour et tombent amoureux ensuite, donc couchent et ensuite peuvent aimer, et les femmes doivent aimer pour coucher. Les hommes c'est le premier soir, les femmes c'est le troisième soir. C'est un peu un cliché. Bon, Est-ce que c'est des choses qui évoluent, ça? Alors, aujourd'hui, on va dire que ça dépend des générations, et ça dépend aussi des milieux socioculturels. Ça évolue, oui, mais alors dans quel sens? Il se trouve que beaucoup d'hommes ont des cœurs, savent aimer, savent avoir de la tendresse, etc. Il faut sortir des clichés. Et que beaucoup de femmes aussi peuvent avoir une sexualité ouverte, sans culpabilité, sans culpabiliser, comme elles pouvaient le faire avant, à cause de cette tradition judéo-chrétienne qui a été quand même sur nos épaules pendant très longtemps, et notamment vis-à-vis de la sexualité, avec cette notion de culpabilité. Le curseur est en train de bouger. Pourquoi? Parce qu'on parle de plus en plus de sexualité.